Salut Stéphane, Bonjour Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Eh bien écoute, cette semaine, j'ai créé de la valeur. Et donc, C'est bon ça? ouais, t'as vu ça? Et ben, comme ceux qui en créent le plus, c'est ceux qui en parlent le moins, je vais pas pouvoir t'en parler, par contre. Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine avec José Lito. Ça, c'est fait. Non, sérieux, j'ai créé de la valeur en revenant au basique avec une approche extrêmement simple. Tu sais comment on crée de la valeur aujourd'hui? Je Avec le sens que ça marketing va bien être, sûr. je sens que ça va être compliqué. Ouais, ouais, c'est pas faux d'une certaine manière. En fait, pour créer de la valeur, faut parler aux clients. Bah oui, donc Et le comme j'ai marketing. très peu de clients, j'ai parlé à des prospects. J'ai parlé à plein de prospects et je me suis servi d'un truc. Et d'ailleurs, Roselito et toi, vous m'avez aidé parce que votre dernier podcast m'a inspiré les histoires de unbundling de la valeur. Et La donc, méthode Popigico retournée unbundlée. j'ai parlé à quelques clients et puis à quelques prospects. Euh, et avec une approche, c'est d'essayer de trouver la plus petite parcelle, le plus petit élément primaire de valeur que je pouvais apporter à chaque client en me disant, voilà, si je trouve une micro-parcelle de valeur sur laquelle le client ou le prospect approche, bah, c'est un début. Et puis, je vais essayer d'aller agréger une deuxième, une troisième parcelle de valeur. Et c'est plutôt pas mal. Parce que bah, c'est toujours la même histoire des petits pas que tu chéris, Des euh, petits lots. des petits Les petits lots. pas c'est José Lito, moi c'est les petits lots. Alors, les petits lots, bah, voilà, tu fais des petits lots de valeur et ça te permet de démarrer. Et c'est l'anti PowerPoint. C'est vrai qu'intellectuellement, ça pourrait être tellement plus sympa de passer un nombre de jours qui tend régulièrement vers l'infini à créer la solution ultime, le fameux end-to-end ou le one-stop shop, tu sais, où tu as cette prétention Mhm. d'apporter tout et n'importe quoi à ton client. En fait, c'est juste le J'essaye, symptôme. j'essaye. Ouais. C'est juste le symptôme que tu ne sais pas ce dont Ouais. ton client a besoin. Il C'est y a comme un toujours une... mauvais médecin qui donne trop de médocs. Il y a Non, toujours une excuse-moi, tension je te énorme laisse entre... parler. Non, c'est ma tension principale depuis le toujours, parce que le client veut toujours minimiser les points de contact, minimiser les fournisseurs de services, etc. Et donc, c'est aussi une forme de valeur d'avoir tout au même endroit. Euh, et dans le même temps, c'est aussi quelque chose qui détruit de la valeur par ailleurs. Et la mode ces derniers temps a été quand même beaucoup au focus à des choses plus spécifiques. Et ça a été vraiment la recette des 15-20 dernières années dans les startups. On revient aujourd'hui à une forme de bundling où il faut faire deux, trois choses à la fois, et notamment avec la conjonction du manufacturing, de l'industrie physique et du logiciel. Mhm. Mais en même temps, je pense qu'on a aussi beaucoup appris grâce à ces démarches de start-up à faire des choses plus simples et plus focus. Et dans le même temps, on a toujours ce besoin du côté du client, enfin pas toujours, mais sur beaucoup de choses, d'avoir, surtout dans le service, d'avoir un peu de tout ensemble, parce que ça crée de l'intégration et on voit aussi que dans le métier de l'industrie aujourd'hui, on retrouve de l'intégration au sein des entreprises qu'on avait perdu. Donc je sais pas, je pense qu'il y a un effet de cycle aussi, c'est-à-dire que sur des marchés matures, c'est plus facile de redégrouper, pour dire Mhm. unbundler en français, et d'avoir, je sais pas, on prend l'automobile, Ford a commencé, il faisait tout, et puis ça s'est désintégré au fil du temps, pour plein de raisons. Ça a été aussi des modes managériales, mais ça a aussi été parce que le marché était plus mature, donc on sait ce qu'on veut acheter. Et si on sait exactement ce qu'on veut acheter, c'est plus facile de le déléguer à un fournisseur extérieur. Si tu Mhm. n'as pas des cycles rapides, tu as plus d'effets d'échelle et moins d'effets de recherche. Et c'est intéressant cette notion de maturité du marché. Euh, je suis très confronté à ça en ce moment. Je suis sur un sujet B2B innovant de niche avec une offre et une proposition de valeur qui est relativement complexe.
pour adresser des enjeux complexes pour des marques. Je parle aux marques. Et, et c'est là, je suis surtout en phase de business development au sens primaire et littéral. Il faut développer le business, il faut développer le revenu. Et pour ça, faut générer, il faut créer un pipe d'opportunités, il faut les transformer. Donc, j'ai un beau cas d'école là de création de business. Euh, et si tu attaques avec un truc trop conceptuel, avec une volonté d'offrir quelque chose de trop complet, de trop large, tu dilues complètement ton message. Donc, Ouais. c'est en permanence, mais je te rejoins complètement quand tu parles de tension. Il y a, euh, Tiens, bah, d'ailleurs, ça va, ça Je la va. ressens douloureusement parce que quand je suis avec un client qui est mon client et avec qui je travaille tous les jours, il me demande, et puis est-ce que tu peux me faire ça, est-ce que tu peux me faire ça, est-ce que tu peux me faire ça. Et clairement, c'est une valeur pour lui, si je peux le faire bien. Ce qui est pas très dur tant que tu es tout petit. Par contre, ça t'empêche de scaler. Et à Ouais. côté de ça, quand je dois expliquer à un prospect, ou mieux que ça, à juste un visiteur du site ce que je fais, c'est insupportable. Parce que c'est beaucoup trop compliqué, il y a trop de choses, c'est trop intelligent, entre guillemets. Je dis ça parce que j'ai honte de la façon dont je le fais, pas parce que je me trouve trop intelligent. Mais ça essaye de faire. Enfin, tu vois, on passe beaucoup de temps à réfléchir, ça permet de créer un truc qui est finalement complexe, c'est génial, c'est très malin, et puis en fait, ça va pas du tout. En tout cas, c'est impossible à expliquer, et d'où le retour à l'unbundling. Si tu avais vu ces webinaires sur la méthode, c'est ça. Pourquoi on unbundle aussi, c'est que dans cet entonnoir, tu as un niveau d'attention qui est différent. Et plus tu es bas Ouais. dans l'entonnoir, plus tu peux expliquer la complexité de l'ensemble. Mhm. Mais à quelqu'un qui est en haut de l'entonnoir, tu peux pas vraiment rentrer dans le détail. Et c'est là que plus on est haut dans l'entonnoir, plus on va simplifier ce qu'on fait et on va aller chercher des tout petits bouts de valeur. Et c'est vrai que même avec les clients, souvent c'est difficile de leur faire écrire sur un sujet unique quand ils n'ont pas pris l'habitude. Mhm. Ça leur paraît trop simple en fait. Mais c'est tellement bête. Et en fait, on a oublié l'empathie avec le client. On a oublié à quel point le simple est compliqué. Le Alors, syndrome de l'expert. le mot, voilà, dans la hashtag mot magique, l'empathie avec le client. euh, en fait, ouais, alors bon, restons politiquement corrects. Il faut être très empathique avec son client, faut aimer son client. En fait, moi, je préfère avoir de l'empathie pour le métier de mon client. Euh, J'aime bien échanger avec les clients, j'aime bien les personnes, mais ça, généralement, ça vient dans un deuxième temps. Au départ, j'essaye d'abord modestement de m'intéresser à son métier, de comprendre ce qu'il fait, de comprendre où il va gagner de l'argent. Et c'est là où tu as une tension rigolote. C'était en permanence entre une vision très macro, c'est quoi le business de mon client, quel est lui son business model, comment lui il crée de la valeur, et une vision très micro, comment moi je vais apporter la petite graine, le petit élément, le petit bout de solution qui va venir alimenter ça. Euh, il y a un autre aspect, alors c'est peut-être un petit peu en marge, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Moi, il y a un terme qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est l'écosystème. Euh, J'allais dire chaîne de valeur quand tu as parlé juste avant. Et ouais, chez vous, ouais, chez ouais, vous, Jean Duline, c'est ouais, quelque chose auquel vous êtes habitué. alors, la chaîne de valeur, si comme nous, tu Une chaîne, penses, c'est linéaire et un ouais, écosystème, c'est un petit peu plus systémique. exactement. Si comme nous, tu te lasses un peu du concept de chaîne de valeur, Je si l'ai pas comme nous, encore maîtrisé, donc j'ai du mal à m'en lasser. Mais il y avait les mappings de Simon Wardley, je sais pas si tu connais, qui permettent de mapper de la valeur de façon un peu plus 2D, un peu moins Hmm. linéaire. Et justement, il a cette notion de maturité dans son mapping, ce qui est assez intéressant, mais on verra ça une autre fois. Alors, je suis fan. Alors, je suis fan, ce qui ne veut absolument pas dire que je suis expert en la matière, mais euh, c'est une vision. Voilà, n'importe quelle entreprise, n'importe quel business et n'importe quelle problématique pro, généralement, à laquelle je suis confronté, je la traduis toujours. En fait, tu commences par faire le truc très linéaire de la chaîne de valeur, et puis tu te rends compte que tu as plein de maillons
qui sont autant d'éléments d'un écosystème, et puis tu arrives à des visions plus 2D ou plus circulaires parfois, qui sont assez rigolotes. Si on Et parle de système, il y a toujours un aspect circulaire dans un système, ouais, parce que la notion même de système, c'est qu'il y a une rétroaction quelque part. je suis en plein sur ce sujet-là. C'est Ça me fait penser que le j'ai arrêté domaine. de lire cinquième discipline, il faut que je m'y remette. Ah, c'est quoi ça? Tiens, je connais pas ça. J'ai oublié le nom de l'auteur, on la mettra en lien. C'est un livre qui t'explique à penser systématiquement. D'accord, ok. Bon, euh, Bon, bah, du le, coup, moi je suis toujours content de te parler parce que je pense beaucoup à l'industrie et au manufacturing. Comment on dit manufacturing en français? Fabrication d'objets physiques, il n'y a pas un mot? on, on dit L'in- l'industrie, L'industrie, on va dire l'industrie. la production. L'usine nouvelle, à la production, ouais, ça La c'est moins bien. production, manufacturing, c'est la production pour moi. Manufacturage, parce que... Bon, déjà, je suis très inspiré par Elon Musk, comme tu sais, on en parle à chaque fois. Non. Ah bon? Et Je n'avais pas ouais, noté. c'est le monde physique, quoi. Il faut... à la fin, c'est de ça qu'on profite tous les jours. Là, j'ai en face de moi un superbe MacBook M1 qui n'est pas branché, qui n'a pas été branché depuis ce matin et qui sera probablement pas branché avant quelques heures. C'est magique, quoi. Et du coup, j'ai noté sur une vidéo qui est sortie aujourd'hui, vous en entendez parler ici en premier, les 5 principes d'Elon Musk pour simplifier ses process de fabrication. Du coup, j'aimerais bien ton avis. Ah, vas-y, balance les 5 process, les 5 principes. Est-ce que tu veux donner les 5 principes de Stéphane avant ou on enchaîne direct avec ceux d'Elon? Non, 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 j'ai pas les moyens de m'offrir 5 principes. Euh, c'est c'est déjà, j'essaye d'en avoir un, c'est essaye de finir la journée en ayant fait quelque chose d'utile pour ton client. C'est un Et, bon début. et voilà, c'est tout simplement. Non, non, mais vas-y, envoie les cinq Et une principes. autre tension qu'on a souvent citée, du coup, qui est celle de l'amélioration continue versus la rupture. Et on verra ça plus tard. Alors, allez, principe numéro 1, make requirements less dumb. Faire des... Comment... Oui, j'ai noté en anglais en live parce que j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai eu une demi-heure pour le Ouais, faire. formule Donc, les exigences de façon moins débile, quoi. voilà, c'est ça, de toute façon moins débile. En partant du principe que ce Euh, sera toujours débile, parce que le but c'est, pareil, il dit tous les designs sont stupides, toutes les conceptions sont stupides, la question c'est à quel point. Et donc les gens intelligents font des demandes, des exigences débiles quand ils construisent des cahiers des charges. Donc ne faites surtout pas confiance aux gens, méfiez-vous des gens intelligents, parce que vous aurez tendance à leur faire confiance, donc à prendre leurs demandes débiles. euh, en argent comptant. Et un deuxième point là-dessus, c'est n'importe quelle exigence doit être formulée par une personne, pas par un département, parce que tu peux pas aller voir un département et lui demander pourquoi il a fait formuler cette exigence, cette requête. ouais, On dit exigence dans le cahier des charges. je vais demander Spécification. je vais demander au bureau d'études si on peut faire ça. Ouais, mais c'est le marketing qui m'a dit que. Non, il n'y a pas Non, de mais moi, marketing. Genre un nom. Si c'est pas signé par une ouais, personne, tu prends pas. mais alors là, alors hashtag je kiffe. Euh, je suis dans une boîte de 11 personnes. Euh, donc, le marketing, c'est une personne, c'est un nom. Donc, je peux pas dire, je vais demander au marketing, Ouais, t'as pas je suis besoin. obligé de dire, je demande à cette Mais personne. là, cette culture est à Mais, mettre en place avant qu'il y ait non, 25, 30, 50, 200 personnes. mais carrément. Mais c'est toujours la même histoire, Philippe. C'est quand tu dis demande l'avis d'une personne, c'est parle à un client. Ne prends Mhm. pas une idée toute faite, Oui, ne parle pas à un préconçue. persona. Tu vois, quand Ouais, on oh dit les putain. personas sont foutus. Ouais. Ah, Jocelyne veut. non, alors attends, dans la liste des trucs il faut pas parler, ne me parle pas des personnages. Parce que là, en ce moment, si tu me lances sur le sujet, je vais être obligé de balancer grave, je vais me fâcher avec des gens et tout. Donc, Ok, on on parle garde pas de ça pour la personnages. prochaine fois. Un peu de buzz, un peu de clash. Ok, donc ouais, les requirements. Les requirements moins bêtes, se méfier des gens intelligents parce que ça les empêche pas de faire des requirements, comment dire, des requêtes, des... Ah, comment tu dis? Exigences dans un cahier des charges? Exigences, spécifications, Ouais, les exigences. exigences, ouais. Voilà, donc des exigences
Les personnes intelligentes sont autant susceptibles que les autres de faire des exigences débiles, de formuler. Et surtout, aucune exigence n'est formulée par un département, mais par une personne. Et il a dit, il donnait l'exemple, il dit ça arrivait plus d'une fois qu'un stagiaire qui était là il y a 3 ans a formulé une exigence. 3 ans après, on est en train de mettre 2 ingénieurs à essayer de se conformer à cette exigence parce que ça vient de tel département. Mais en vrai, c'est venu d'un stagiaire il y a 3 ans et ça traîne là dans un cahier des charges depuis 3 ans. Je vais un tout petit peu plus loin là-dessus. Alors, peut-être que j'anticipe sur un des quatre principes suivants, mais quand on dit ça, en fait, même le fait de demander l'avis d'une personne n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, tu sais, c'est toujours l'histoire du fait versus l'opinion. Euh, ouais, alors il faut qu'on fasse ça. Alors, tu parles pas au marketing, tu parles à Jean-Pierre, qui est le responsable marketing. Voilà, c'est le mec qui sait. Tu parles à une vraie personne. Et en fait, si ce que tu reçois de Jean-Pierre, qui est une vraie personne, euh, ça ne reste que son opinion et c'est pas un fait, voilà, étayé Ouais, par un là, on échange parle concret d'exigence. avec un client. Le principe, c'est d'avoir des exigences moins débiles. Mm. Une des astuces pour appliquer ce principe, c'est d'être capable de demander à quelqu'un pourquoi il formule cette exigence. Ce qui n'est Ouais. pas le cas quand c'est un Oui, ok, département qui la ouais, ouais, formule. ok, ok. Donc, formulez des exigences moins débiles. Toute l'organisation doit être avant tout arc-boutée sur le fait d'avoir des exigences moins débiles dans les cahiers des charges. Il y a plusieurs moyens pour obtenir ça, y compris ce que tu dis, c'est-à-dire parler au client, où est la vraie valeur, etc. Allez, principe numéro 2, supprimer des choses. Donc maintenant que tu as plein d'exigences et qu'elles sont intelligentes, ou en tout cas pas trop, le moins débile possible, il faut quand même en supprimer. Et donc lui, il a une petite règle de pouce, j'ai toujours pas trouvé une heuristique, qui est si tu ne remets pas des choses que tu as déjà supprimées 10% du temps dans tes cahiers des charges, c'est que tu supprimes pas assez. C'est-à-dire que plus tu supprimes, plus tu as une tendance à vouloir rajouter un truc que tu avais déjà supprimé, c'est ça? C'est ça, C'est un si tu supprimes indicateur. suffisamment, tu sais, le juste milieu, c'est quand tu es des fois un peu au-dessus et des fois un peu en dessous. Si tu es toujours au-dessus, c'est-à-dire que tu n'as jamais rien à remettre quand tu as enlevé, c'est que tu n'enlèves pas assez. D'accord. Donc ramène ta moyenne sur le juste milieu. Et la preuve de ça, c'est que de temps en temps, tu enlèves des choses que tu n'aurais pas dû enlever. Si 10% du temps, tu n'es pas obligé de remettre un truc que tu avais enlevé et que tu n'aurais pas dû enlever, c'est que tu n'en enlèves pas assez. Alors Ok. je vais te dire que je suis très 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 loin Ouais, alors, d'appliquer ce concept. Mais moi j'ai euh, aussi un autre problème, c'est que souvent je fais ça dès le début et derrière je me dis ouais j'enlève pas assez. Mais en fait c'est juste que j'ai peut-être pas créé assez de choses en premier lieu. Mais c'est difficile pour moi de trancher parce que ma carrière est pas dans ce domaine et bref. euh, alors, Mais ouais, quelle est ton expérience à toi sur le fait de supprimer des choses comme ça, d'en supprimer un max à quel point c'est une bataille? Est-ce que tu as des astuces, des Alors, exemples? alors, donc, oui, c'est une bataille. Donc, voilà, comme tout être humain extrêmement moyen, tu en fais toujours trop. Et par contre, hashtag hygiène de vie, c'est un truc que voilà, que j'ai compris il y a longtemps. Euh, Chaque fois que je crée un document, que je formalise quelque chose, tu vois, là, tout à l'heure, là, avant qu'on commence, j'ai envoyé un mail important à un prospect assez chaud, un truc pour synthétiser une proposition qu'on lui fait suite à des premiers échanges. Et j'avais fait un premier mail, un truc un peu chiadé, avec plein d'infos, tout ça. Et je sentais pas le truc, tu vois. Je l'ai repris, j'ai enlevé 30-40% du volume pour aller beaucoup plus direct à l'essentiel. Et c'est toujours ça. Alors, je te donne alors c'est plus un exemple ou une anecdote. À mon avis, on peut revenir à la source. Tout a déjà été écrit sur le sujet par un grec, au pire un romain, il y a à peu près 2500 ans. Sans aller aussi loin,
Oui, là, il semblerait que alors celui-là, il est ni grec ni romain, est plutôt du 19e, je crois, ou 18e, 19e. Il semblerait que la perfection ait été atteinte quand il n'y a plus rien à retrancher, et non pas Donc, quand eh il n'y a plus ben, rien à ajouter. génial. Tu vois, 1674, Boileau, la poétique, c'est l'art de l'écriture. Donc, voilà, tu vas chercher. Alors, Non, c'est Saint-Exupéry, celle que je viens de citer là, donc c'est 20e siècle. Saint-Exupéry, c'est plus récent, Ah, beaucoup plus. mais tu vas chercher Boileau. Mhm. Tu sais, c'est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour Ouais, le dire arrivent aisément. ouais. Alors, c'est un truc que je m'en suis rendu compte en relisant le poème parce que voilà, je m'étais engueulé avec quelqu'un sur la citation exacte, voilà, de la phrase. C'est le problème avec LinkedIn. Tu arrives à faire des échanges assez débiles. Donc voilà, petite engueulade Essaye Twitter. amicale avec. Oui, non, 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 non. Voilà, petite engueulade là-dessus. Je vais revoir le poème et je me dis, mais ce truc-là, on est en 1674, c'est un manifeste du lean avant l'heure. Alors, est-ce que tu avais vu cette vidéo où Sama nous déclame le poème dans son intégralité? Et ben, je l'ai vu 15 jours après. Je l'ai vu 15 jours Excellent. après. Et le Les truc, grands esprits se rencontrent. ah non, mais écoute, non, mais c'est pas les grands esprits du tout. C'est Ouais, c'est, euh, c'est c'est très juste, connu, c'est donc juste, c'est juste qu'on tourne autour des mêmes sujets. Mhm. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'accéder à plein enfin, à ces bonnes idées. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais l'extrait de la poétique de Boileau sur le fait qu'il faut retrancher, remettre les choses sur l'ouvrage régulièrement, c'est juste du pain béni. C'est une hygiène de vie et je suis sûr que Elon, à ses temps perdus, a dû lire Boileau à un moment ou à un autre. Je suis Il pas a sûr lu qu'il ait tout compris. le guide du voyageur galactique. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, je l'ai perdu. Oui, et pour ceux qui nous regardent et qui sont plus dans le marketing, bah, ton exemple des emails est intéressant. C'est vrai qu'une des astuces qu'on donne souvent pour mieux écrire quand on n'est pas rédacteur pro, c'est de diviser, et même quand on est pro en fait, diviser par deux et rediviser par deux, Il n'y a pas voire photo. encore une fois. Il n'y a pas photo. C'est le. Donc voilà, supprimer des choses, et donc cette petite heuristique, si vous ne rajoutez pas 10% du temps environ des choses que vous aviez enlevées, c'est que vous n'en enlevez pas assez. Allez, numéro 3, simplifier ou optimiser. Enfin, mettre les ingénieurs au travail. Enfin, oui, parce que les ingénieurs, si tu les mets au boulot directement, avant les 2 étapes précédentes, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils optimisent des trucs qui devraient même pas exister. Alors ça, je connais bien. Je suis pas ingénieur, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Mais j'aime bien faire ça. Donc voilà, simplifier, optimiser des choses qui devraient même pas exister, ça sert à rien. Donc avant ça, faites des meilleures exigences et supprimez des choses. Et enfin, pourquoi ça arrive? À son avis, bah, il dit la plupart des gens sont entraînés à répondre aux questions et non pas à questionner les questions. Parce que bah, quand tu es à l'école, si tu dis la question est pourrie, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'Oussama avait fait, raconte souvent cette histoire où il s'est fait dégager pour l'avoir abordé comme ça. Donc, si tu dis la question est pourrie, ça marche pas. Tu peux pas avoir du succès dans le milieu scolaire en disant la question est mauvaise. Et donc, ça, c'est un assez mauvais entraînement dans le monde de l'ingénierie. Et donc, si on donne à un ingénieur une demande qui est mauvaise, il va quand même l'optimiser. Donc, faire des demandes moins bêtes pour cette raison et supprimer tout ce qui devrait même pas exister avant de l'optimiser. C'est c'est ce point-là. Alors je le ramène à un truc très concret. Depuis que je suis tout petit, professionnellement parlant, euh, j'ai toujours été convaincu et je me suis attaché à le faire que le commercial, le vendeur, il est jamais aussi bon que quand il va chez son client avec l'ingénieur. Voilà, je suis convaincu que les ingénieurs, les techniciens, ils doivent être sur le terrain, ils doivent être au contact du client. C'est super important. Y compris les clients internes d'ailleurs, alors toujours SpaceX, on mentionnait Euh, l'autre jour l'exemple ouais, de l'équipe software de SpaceX.
Ils ont dit, du moment où on les a mis dans le bureau à côté, on the factory floor, donc dans l'usine, à côté de l'ingénieur qui construit la fusée avec son marteau, du moment où le gars était dans la pièce d'à côté ou dans la même pièce, ça a changé du tout au tout le rythme d'exécution. Mon premier job, chef de produit hardware, et j'avais une équipe de développement, mais c'était vraiment mes premiers jours de carrière. J'ai dû apprendre cette alchimie bizarre qui existe entre des ingé R&D hardware et software. Et je te confirme, en fait, le seul moyen, bah, c'est de mélanger les trucs, c'est de les faire bosser ensemble, parce que alors ça crée des tensions, voire des frictions, voire des explosions parfois, Mais qui comme de sont la chimie indispensables. mal maîtrisée, mais sinon tu n'y arrives Et pas. c'est la preuve que C'est- si tu le fais pas, je veux dire, si quand tu le fais, il y a Ah des ouais, frictions, c'est la preuve que si tu le fais pas, il va y avoir des très gros problèmes. ouais, carrément, carrément. Et Une autre approche de ça, c'est ce qu'on appelle dog fooding, c'est-à-dire de manger ta propre potion. Ce qu'on pratique nous aussi de plus en plus depuis 1 an et demi. hmm, L'outil, au lieu d'utiliser notre face de l'outil qui est notre côté, le client, tu vois, on a notre propre outil. Maintenant, on utilise l'outil comme on l'utilise pour les clients, on l'utilise pour tout ce qui est interne. Mettons, on a des réunions ritualisées, on va les mettre dans le même format et dans le même outil pour les gérer que les calls clients qu'on gère en call régulier, qui sont des calls de coaching. Donc ça, c'est un truc sur lequel on s'appuie de plus en plus parce que et- c'est une façon d'être au contact de ce qu'on ouais. produit. Mais enfin, il est top là ton exemple parce que c'est un des, enfin, moi cette idée là de dire bon, il faut amener ceux qui développent, ceux qui produisent, il faut les mettre en contact régulièrement avec le client. Ça peut avoir un inconvénient qui est exactement le troisième principe, c'est la tendance que ça va créer de dire, tu vois, tu es en direct avec un client, le client exprime un truc, il formule A ou il formule B, et tu as tout de suite en face un ingé, un tech qui se jette là-dessus comme la vérole sur le bac clergé, désolé, et qui va commencer à proposer une solution, à enchaîner et à t'amener dans quelque chose qui n'est pas forcément le bon process. Justement parce qu'on va Et travailler sur des choses inutiles. encore une tension indispensable entre parler au client et Mm. s'isoler. C'est pareil en entrepreneuriat, quand tu es fondateur, tu es tout seul, tu lances ton truc. Il faut parler beaucoup aux clients pour comprendre les problèmes et il faut surtout ne jamais écouter personne et écouter aucun conseil, écouter aucun avis et même pas les clients au moment de concevoir la solution idéale. Donc une tension de plus à gérer ou à vivre avec, C'est, c'est, euh, à exploiter même. ça me fait penser à un thème, un sujet que j'aime bien, enfin, dont je suis fan, et alors pour lequel je prétends à un début de commencement d'expertise quand même, c'est la cuisine. Ce que tu décris, il y a des chefs qui travaillent là-dessus en ce moment, c'est l'imprégnation. En fait, c'est comment on va imprégner un aliment avec une autre saveur, avec quelque chose qui vient de l'extérieur dans un processus de cuisson, par exemple, ou de fermentation, Ma grand-mère aurait dit tu frottes, tu frottes. Le coup ouais, avec ouais, les ouais, herbes. ouais, exactement. C'est ça. Et voilà, mais ça me faisait une petite digression. Digression. Hein. Alors moi je le voyais autrement, je pensais aux parapentes et aux thermiques qui nous permettent de monter. Ah, Dans la nature, toute ouais. puissance est un gradient. Euh, Tu me dis, ah mais il y a des thermiques en octobre. Eh bah oui, c'est pas une question de température, pas que en tout cas, c'est une question Mm, aussi de gradient. oui. C'est pareil en électricité, pourquoi on a des éclairs? Parce qu'on a un gradient de charge électrique, etc., etc. Toute énergie vient d'un gradient, gradient de salinité, gradient de tout ce que tu veux. Alors, moi, je le traduis par arrêter de m'emmerder avec les stocks, penser au flux. C'est un peu c'est un peu le même sujet. Pourquoi je parle de gradient, c'est parce qu'on parle beaucoup de tensions, hein. Donc ces Ouais. tensions, quelque part, faut les exploiter, elles sont source d'énergie.
Donc il faut arrêter de les voir comme des nuisances à éliminer, c'est des sources d'énergie. Et comme tu dis, bah, ça crée des explosions, ça crée des frictions, oui, mais ça crée de la puissance et donc une force motrice. Donc voilà, je reformule le troisième parce qu'on a bien digressé. Une troisième force de la nature, simplifier et optimiser, mais seulement en numéro 3. Ce qui nous amène au numéro 4, accélérer les temps de cycle, mais pas avant les 3 autres. Et ce, de la part du mec qui a probablement le plus accéléré l'industrie depuis bien longtemps. Ouais. En tout cas, celui qui a le plus communiqué sur ce sujet-là. Ce qui est déjà pas mal. Oui, on va lui savoir gré de son œuvre d'évangélisation. Qui est importante parce que le focus de l'investissement ces 21 dernières années n'était pas sur l'industrie. C'est un truc, il y a... alors, je suis incapable de me souvenir de ce que veut dire l'acronyme. C'est le SMED. C'est Single Minute Exchange of Die. Merde, bravo, génial. Et quand j'ai découvert cette idée-là, enfin, le truc est simplissime. Et enfin, j'ai adoré le concept parce que tu ne t'intéresses pas au temps qu'il faut pour faire une production, pour faire notre fameux petit lot. Tu t'intéresses à tout le temps que tu perds entre deux lots de fabrication. Et j'ai trouvé cette approche super intéressante et tu peux bah, tu vois, il y a pas longtemps, c'était il y a 15 jours, là, dans une discussion avec des collègues des ventes et du marketing, j'étais confronté à ça. C'est quel est le temps qu'on va mettre pour passer d'une tâche à une autre? Quel est le temps qu'on va mettre pour... tu fais un webinaire sur un sujet X, quel temps nous faut-il pour dupliquer ce webinaire sur un sujet Y? Bon, j'assume que ce soit un webinaire. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. C'est Quand on a fait un truc, ça marche bien. Ouais, ah ben, on le refera d'ici la fin de l'année. Ouais, ça me rend fou. On va surtout le refaire d'ici la fin du mois. Bah oui, j'ai eu la même l'autre jour où... Ah, si on faisait A, bon ok, faisons A. Et on revient juste après, on fait bon, on arrête A, ça marche beaucoup trop bien, tu vois. Je paraphrase, parce qu'évidemment, la façon de le dire, c'est pas ça marche beaucoup trop bien, mais ça revient à ça. Ça nous donne du boulot en plus. Mec, tu viens d'avoir de la traction. Quand on dit success is obvious, c'est ça. Mais c'est tellement obvious qu'on se dit, oh merde, c'est du boulot en plus, et on le voit pas comme un élément de traction. Pareil, une autre personne avec qui nous avons pu échanger dans les 12 derniers mois, j'anonymise à fond. Pareil, j'ai lancé un truc, ça marche super bien, mais attends, je voudrais pas que ça me coûte de l'argent. Mais ça te sert de marketing à la fin, c'est pas du marketing en tant que tel. Ouais, mais ça sert aussi à d'autres gens. Tu t'en fous, tant que ça te coûte moins cher que tes autres canaux, vas-y à fond. T'as de traction, t'as autant de traction que ça sur quoi que ce soit d'autre? Non. T'as 10% de traction, d'autant de traction que ça sur quoi que ce soit d'autre? Non. Fais-le à fond. C'est le truc qui marche aujourd'hui, mets tous tes efforts dessus. Tant que je gagne, je joue. Donc enfin. Donc ouais, accélérer les cycles. Alors quand ça marche pas, passer plus rapidement à autre chose. Quand ça marche, passer plus rapidement à encore et encore et encore, à la répétition. Et et ben justement, je reviens à mon histoire de SMED. Tu te rends compte, diminuer les temps de cycle, tu peux avoir une approche un peu bourrin. J'assume tomber dans ce travers de temps en temps. Ouais, on met 3 mois pour faire un truc. Ouais, bah écoute, on va le faire en 3 semaines, hein, cette fois-ci, et puis on verra bien. Et en fait, ça suffit pas. Décréter du jour au lendemain que le truc qui se faisait en 3 mois va être fait en 3 semaines, c'est juste la première étape. Le SMED est vraiment
c'est vraiment l'exemple typique de ça, Ouais, où le cas d'école du SMED, c'est ça, c'est de dire on va le faire en 1 minute. Quoi que ce soit, on va le faire en 1 minute, ça ouais, paraît toujours impossible, et à la fin, ils arrivent toujours à le faire. ouais. Mais il y a un travail, il y a un travail pour arriver à ça qui est quand même, qui est quand même super important. Et alors là, Et c'est là où on peut tomber dans ce piège, on revient au point 3, d'optimiser comme des fous un process qui oui, devrait peut-être pas oui, exister du tout. oui, ouais, 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 Mais c'est l'avantage du SMED, comme c'est single minute, c'est tellement extrême que ça te force quelque part, je pense que c'est by design, ça te force à dessein à te demander si ce process devrait pas être dégagé tout court. Quelque part, si tu peux pas le faire en 1 minute, est-ce que tu pourrais pas juste ne pas le faire? Et bah, typiquement, on avait parlé l'autre fois, je crois, des injections là, qu'ils sont en train de mettre en place. Ils injectent des très grosses pièces de châssis, ce qui s'était pas fait dans l'automobile. Et le consultant Monroe disait, mais moi j'ai un casting, un moulage géant de voitures dans mon atelier, ça fait 30 ans qu'il est là, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient dans l'atelier, je lui montre, je fais, vous pourriez pas faire ça, c'est quand même vachement bien. Et tout le monde fait, non, 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 non. Et voilà. Et maintenant ils sont en train de le faire, et le fabricant de presse en Allemagne est très content de faire des presses géantes. c'est, j'avais, c'est marrant parce que ce sujet-là, c'est un sujet dont je me souviens d'une discussion avec un de mes premiers patrons il y a plus de 20 ans, à l'époque où le sujet, enfin, le cas d'école, c'était Renault avec l'espace. Tu sais, au départ, l'espace Renault, c'est un truc qui Un peu était de fabriqué plastique, chez non, Matra. chez Matra, ouais. Voilà, c'était fabriqué en plastoc chez Matra. Et quand il a commencé à avoir un certain volume, une certaine traction, c'est passé chez Renault sur des process beaucoup plus lourds, ce qui était jugé comme vertueux à l'époque. Et en fait, 30 ans plus tard, on a complètement inversé. On se rend compte que fait, fabriquer léger c'est peut-être là où c'est vertueux. Bon, je referme la parenthèse. Je suis Alors là, on parlait absolument pas de plastique, mais d'acier, hein. Ou d'aluminium, pardon. Ouais. Fonte d'alu. Alors, accélérer les temps de cycle, voilà, numéro 4. Bon, on peut passer au numéro 5, automatiser, ça va sans dire. Mais toujours pareil, c'est l'avantage de ces 5 principes, c'est faites pas le reste avant. Et il est bien placé pour le savoir parce que il nous rappelle comme il s'est fait très mal en essayant d'automatiser comme un Ouais. fou l'industrialisation du modèle 3 avant d'avoir fait les autres étapes. Et après, il donne plein d'exemples. Donc on mettra la vidéo en lien. Elle est sortie aujourd'hui. Elle dure plus d'1 heure. Elle dure 2 heures au total, je crois. Où Ouais, ouais, ouais. il fait visiter SpaceX à un YouTuber bien connu. Et puis il lui raconte tous ces petits exemples où il y avait de la colle, et il n'y avait pas besoin de colle, et des process pas possibles dans tous les sens qui n'auraient même pas dû exister. Et donc voilà, énormément de travail d'optimisation sur des process qu'ils ont finalement dégagés. Ils ont dû tout reprendre de zéro, quoi. Alors, tu vois, tu voulais parler d'industrie. Moi, je reste, je suis très terre à terre en ce moment sur mes sujets de business développement, de traction commerciale, de marketing de mon offre et de développement de mon business pipe. Euh, c'est exactement les sujets auxquels je suis confronté. Là, euh, je prends les 5 points, tu te mets dans le contexte, tu prends ces 5 mêmes points, tu te mets dans le contexte et que tu connais bien, hein, parce que enfin, ton boulot, c'est en partie ça aussi, d'aider. Fabriquer un client, pour citer Voilà. Drucker. Et ben, c'est exactement ça. La fabrique du Comment tu client, fabriques un client en série? voilà. Et ben, on est exactement là-dessus. Plein de choses. Est-ce qu'on sait vraiment ce que veut le client? Donc, les exigences moins débiles. On va essayer de simplifier et d'ancrer un peu plus dans la réalité ce que l'on veut proposer au client. Retour à Lean Startup aussi, où il te dit bah, l'exemple du micro-ondes, on soude tous les boutons, Ouais, on les soude très efficacement avec du SMED et tout ce que tu veux, et puis à la fin, on n'utilise qu'un bouton. Donc on c'est a ça. soudé très efficacement 42 points de soudure qui ne seront pas utilisés. Bravo. Donc, et ben là, tu en reviens à je vais supprimer des choses. Voilà. Est-ce que tout ça est bien utile? Bon, voilà. Enlève le gras, comme dirait notre ami Roselito. Et, Ce que veut dire le mot Lean, hein, ça veut dire maigre. ouais, non, mais c'est ça.
Ne pas simplifier, optimiser, tout ça, c'est la même veine. Et là, moi, je regarde le temps de cycle. C'est quand tu conçois, tu te dis, bon, à quoi ressemble mon business pipe? C'est quoi les étapes? Alors, t'es, Oui, tu nous disais l'autre jour, c'était avant que tu rentres sur ce rôle-là d'ailleurs, tu nous disais les pipelines sont remplis de ouais, stock dormant, c'est pas lean du tout, c'est pas en flux ouais. tendu les pipelines commerciaux. Alors, là, j'ai un autre cas d'école. Donc, c'est du B2B, c'est complexe. On sait, tiens, ben, voilà, SMED et temps de cycle. C'est quoi le temps de cycle de vente? Ah là, c'est du complexe, c'est du B2B, c'est du 12-18 mois moyen. Et encore, minimum. Euh, et là, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai une exigence de résultat. Tu démarres avec un pipe, là, pour le coup, qui est plutôt vide. 12-18 mois avant qu'il se passe un truc, ça va pas être possible. Donc, comment on fait pour que le truc qui généralement prend 12-18 mois euh, prenne 3 mois? Alors, tu te dis, bon, à quoi il ressemble le pipe de vente? Alors, c'est Faut que quoi tu les trouves des étapes? gens qui sont déjà en fin de pipe. Oui, ouais, ouais. Alors, c'est quoi le pipe? Et là, tu te dis, tu commences à modéliser le pipe, tu discutes avec tout le monde, tu prends tous les retours d'expérience et tu te retrouves avec un pipe en 12 étapes. Ben là, pareil, c'est comme la méthode SMED, hein. Ouais, il y a 12 étapes. Ouais. Bon, on va faire la même chose, mais avec 4 seulement. Et puis on verra après. Il faudra peut-être en rajouter une cinquième, je sais pas, hein, mais moi, Ce je qui trouve sera que la preuve que tu as suffisamment enlevé, donc, pour revenir à mais c'est l'étape ça, 2. c'est ça. Je préfère partir avec un truc super simple. C'est quoi les étapes? Ben, j'ai un lead, je le Du fin de qualifie. vie. Non, mais alors, c'est j'ai un lead, je prends la commande. Ça, là, j'y arrive pas. Je suis vraiment dans un contexte où c'est pas possible. Donc, j'ai un lead, je le Buy qualifie. now sur le site. Voilà, ouais, ouais, Bon, voilà. donc ça non, ok. Donc Je rajoutons une étape qualifie, qualification. je qualifie le lead. Et puis, une fois que tu l'as qualifié, bah, tu lui fais une offre. Et c'est là où on arrive à notre histoire de création de valeur et d'unbundling. Euh, Parce que, en fait, quand tu as un process, quand tu vends des offres B2B un peu complexes, surtout dans l'industrie, hein, avec du produit tangible, tu viens t'intégrer dans des process, tu as plein d'étapes et tout ça. Et ça, c'est parce que tu veux vendre tout de suite la solution ultime qui fait papa-maman, le truc super compliqué. Vends un test. Et ça inclut donc énormément de travail non payé, souvent, dans des appels d'offres ou dans des Oui, oui. spécifications. L'avant-vente technique. L'avant-vente technique, c'est une déperdition de cash et Et à la fin, d'énergie c'est le client qui phénoménale. paye. À la fin, c'est les clients que tu transformes qui payent pour tous ceux que tu n'auras pas transformés. Exactement. Et ben, tu vois, j'étais encore sur le sujet tout à l'heure, euh, tu, où tu te dis, tiens, je suis face à un prospect, c'est un gros truc. C'est une très, très, très grosse boîte. Tu te dis, ouais, si on arrive à rentrer chez eux, c'est le top du top. Et première étape, il faut qu'il fasse un premier test. Ah ben, je lui envoie un échantillon de ma cam et il peut jouer avec. Et tu te dis, mais si je fais ça, je tue la moitié de ma valeur. C'est-à-dire que je prends ma cam, je la mets chez le client, je dis, tiens, je te le donne. De toute façon, ça vaut pas grand-chose. Donc, je te le donne. Et puis, comme moi, de toute façon, je ne cherche pas à grand-chose, je vais te laisser te démerder tout seul. Donc, j'ai commencé à expliquer au client, ben voilà, la première étape, nous, on est prêt à vous aider aussi vite que vous voulez, ou que vous pourrez, hein, parce que de toute façon, on va être plus rapide que vous sur ce coup-là. Et on va tellement vous aider que vous allez même trouver que c'est pas cher l'argent qu'on va vous demander en échange. Donc voilà, je vous explique juste que les tests, le problème, c'est vous, c'est pas moi, et que si vous êtes prêt à m'appeler cet après-midi, je vous dis comment on fait, mais ça va
quand même vous coûter 5000 boules. Mais pourquoi je paierais 5000 boules? Non, ben, comme ça, voilà. Mais c'est exactement ça. Tu ne fais rien gratuitement, sinon ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Le seul... Et il y a un truc qui marche super bien, alors c'est bête comme chou. Ah ouais, mais je ne vais pas payer 5000 euros pour tester. Si, parce que si à la fin du test, ça ne vous intéresse pas, il n'y a aucune raison que je l'ai fait gratuitement. Déjà, on perd du temps, on ne va pas en Et plus tu peux le perdre de dire l'argent. et vice-versa, si vous devenez client, est-ce que vous avez envie de payer dans ma marge tous les gens qui auront essayé gratos? Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, et alors ça, c'est un truc que j'ai appris, pareil, un de mes premiers jobs où il fallait. On était super fiers parce que c'était une techno innovante. On était un peu des pionniers. Donc, on était super fiers parce qu'on évangélisait le marché. Évangéliser le marché, c'est un autre mot pour dire que tu fais de l'avant-vente technique gratuit et que tu brûles du cash, en fait. Euh, Alors aujourd'hui, on fait ça avec l'inbound marketing, ce qui est un peu plus scalable. oui, ben mais c'est là Et où, c'est de la valeur gratuite, mais alors quitte à faire de la valeur gratuite, justement, c'est là qu'il faut unbundler et transférer cette avant-vente gratuit. C'est pas scalable, donc il faut faire de l'avant-vente gratuit scalable, c'est-à-dire toute la méthode d'unbundling de l'inbound marketing, blablabla, ing en anglais. Les liens sont en dessous et à moitié en français. Donc toute cette méthode qui consiste à remonter l'entonnoir et à donner de la valeur gratuite dans l'entonnoir, qu'on appelle donc inbound, et qu'on pratique en dégroupant, donc en unbundlant, toute cette méthode-là consiste à donner de la valeur gratuite avant vente, mais à le faire à une échelle qui est beaucoup plus soutenable et scalable. et en fait, tu te retrouves dans une logique où, en fait, avant, on disait, oui, là, on dépense de la ressource, mais c'est un investissement. Et en fait, tu investissais à, à fond perdu. Là l'inbound va être un investissement, mais comme Tu tu construis ta scales, marque aussi au en fait, passage, et la marque c'est un vrai actif. voilà. Et puis, tu te donnes les moyens de le mesurer. Euh, la, 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 la philosophie derrière, elle est complètement différente. Bah, même si C'est tu le mesurais pas, et après tout, tu peux mesurer quelque chose qui scale pas, mais qui a un impact. Mais ça reste limité. Après, c'est aussi une tactique marketing, hein, faire Non, du mais travail attends, gratuit, parce que ta marge te permet de le payer et que tes concurrents n'arrivent pas à en faire autant que toi et que ça te permet de, comment dire, de capturer le marché plus facilement, c'est aussi une tactique, mais ça marche dans des cas assez précis, ça marche pas à tous les coups. la réalité du truc, c'est que c'est une faiblesse. C'est-à-dire que quand tu files gratuitement de la ressource à ton client, c'est que c'est que T'as tu pas l'as été bon en pas. marketing, mais quand t'es Voilà. mauvais en marketing, tu fais de la vente et de la vente technique. Ouais, ne me cherche pas trop sur ces sujets-là, parce qu'on va se fâcher. Mais je parle Euh, pas de toi. Mais non, mais c'est ça que tu décris. C'est ça que non, tu mais décris. Quand tu dis c'est une faiblesse, rien de personnel, mais le raccourci de dire quand tu es mauvais en marketing, tu fais de la vente, bon, c'est non, mais une c'est exactement ce que vision tu un peu décris. déformée. C'est c'est ce que dit Peter Drucker au passage, mais non, mais c'est ce que tu décris en fait. C'est regarde, tu dis c'est une faiblesse. Tu dis quand tu dois donner de la ressource gratuite, c'est une faiblesse. Et cette ressource gratuite, c'est de l'avant-vente, donc c'est de la vente tout simplement. C'est de la vente technique, mais c'est de la vente. C'est une activité de vente. Et pourquoi tu dois faire ça? D'où vient cette faiblesse? C'est que tu as été faible avant ça. Et avant ça, c'est quoi? C'est le marketing. C'est expliquer ta marque, expliquer ta valeur, etc. Ça, c'est le marketing. Donc c'est ça que je veux dire. Quand tu es mauvais en marketing, quand tu es faible en marketing, tu dois donner de la ressource gratuite en vente. On revient exactement à notre point précédent. Euh, le sujet là-dedans, c'est de réduire le temps de cycle, en fait. C'est d'amener le vrai sujet. Alors, Et, c'est de réduire le temps de cycle, et en réduisant le temps de cycle, tu crées de la valeur pour le client. Parce que tu ne ouais, parce réduis qu'il va pas aller le... plus vite. Mais voilà, mais c'est ça, c'est Et il ça. aura sa valeur plutôt, j'allais dire tout à l'heure, en ligne comme en growth Exactement, driven design. Quelle est la exactement. première valeur? Et quand on fait les pages et en inbound et quand on fait la refonte de site web, un des trucs qu'on fait côté dans la préparation des nouvelles pages web avec le UX designer et tout ça, on se demande quelle est la première valeur qui va être donnée au client. Donc de quoi il a besoin, quelle est la première valeur qu'il va obtenir. Et cette première valeur doit être dans la page web et elle doit être là le plus tôt possible.
Ce qui est C'est une notion exactement qui vient ça. de Lean, hein. Mhm. Et euh, enfin, moi, ouais, c'est vraiment les exercices sur lesquels je suis en ce moment. Tu vois, on parlait de chaîne de valeur, d'écosystème tout à l'heure. On retombe vraiment là-dessus. C'est quoi le plus petit élément de valeur dont tu es certain que ton client, tu vois, c'est là un client que j'ai, un très gros industriel qui a un vrai, il est confronté à un vrai problème. Il y a un truc qui vient de lui péter à la figure, ça l'embête. Il est vraiment embêté. Mais c'est quand même un très gros industriel. Donc les choses, il est dans un monde où les choses ne peuvent pas aller vite. Mais il doit régler son problème vite, tu vois. Et, euh, et c'est là dans la discussion où tu sens il y a un sujet un peu douloureux et où tu te dis le fait d'aller vite va créer un avantage, va créer un bénéfice là à très court terme. Donc il faut exploiter ça. Ouais. Et ouais, ça c'est un truc qui va se ressentir. Sur la longueur du cycle, un dernier commentaire, tu raccourcis sur ta partie où il y a des interactions directes. Ça ne veut pas dire que la partie avant, donc le marketing, on va l'appeler comme ça, est forcément plus court. Mais disons que cette partie du cycle est un peu plus faite en autonomie côté client. Elle Mhm. sera sûrement raccourcie aussi parce que s'il obtient toutes les informations plus rapidement, si on l'aide à structurer sa réflexion de comment il va acheter, si on l'aide à construire ses alternatives, etc., il va forcément aller plus vite. Mais limite, t'es pas en contact avec lui dans cette phase-là, sauf si tu as été vraiment très fort en marketing automation et en... C'est le... Ah ben là enfin, l'automatisation, tu vois, c'est un truc, je, je travaille un peu sur le CRM là, pour me l'approprier. Mhm. Et, et tu sais, c'est toujours le même symptôme. Tu commences à aller regarder les workflows. Tiens, comment je peux automatiser tel truc? Et puis, bon, tu crées un bout de workflow par-ci, un bout de workflow par-là. Et alors, c'est rigolo parce qu'au bout de 4 jours, je me retrouve avec une page entière d'actions qui ont été créées automatiquement, qui ne veulent rien dire. Donc là, retour à la case départ. C'est quoi réellement mon process? Qu'est-ce que j'ai à faire à ce niveau-là? Qu'est-ce que Mhm. j'apporte au client? Et effectivement, et beaucoup plus tard, tu vas te dire, bon, là, ça, voilà, c'est dans 95% des cas, toujours le même pattern, toujours Exactement. la même succession. Je sais que je peux automatiser, c'est maîtrisé, mais On l'a, ça prend du on l'a temps. beaucoup répété sur cette antenne, avec notamment tous les épisodes sur les déçus de l'inbound, sur le mode projet, etc. Euh, Certes, les vendeurs de marketing automation poussent très fort, mais les gens veulent automatiser du marketing alors qu'ils n'ont pas de marketing. Donc faites d'abord du marketing et vous automatiserez après. Et donc là, on revient exactement au même message. On avait aussi les mêmes messages du côté de Anyone Can Scale là, chez The Family. L'automatisation, c'est plutôt en dernier. Euh, Pareil là avec Elon Musk. Et on a ce superbe article qu'on va encore mettre, qu'on met un épisode sur deux en ce moment. Votre équipe est lente, accélérée. Elle dit Mm. arrêtez de vous éclater avec les outils. Attendez d'avoir des process chronophages. Vous trouvez un process chronophage et qui correspond à une activité à fort impact. Donc, comme on disait tout à l'heure, j'ai trouvé un truc qui marche, j'accélère mon cycle. J'ai toujours pas automatisé. Une fois que mon cycle est accéléré et que je fais 2 webinaires, 3, 4, 5 webinaires par semaine parce que ça marche tellement bien que je veux en faire plus et pas un deuxième d'ici la fin de l'année, non, 5 par mois. Et là, je commence à passer des heures et des heures et je commence à faire des erreurs parce que c'est pas automatisé. Là, ça devient évident ce qui doit être automatisé. On voit très bien ce qui est un Exactement gaspillage ça. absolu et qui doit être fait par une machine. Et là, vous allez chercher l'outil exact qui va faire le travail à votre place. Mais avant ça, ça ne sert à rien. C'est exactement ça. C'est marrant, c'est pas plus tard que ce matin, j'avais un mini échange. En fait, on a échangé 2 commentaires sur un post de Toinon, le fondateur de Prospectine, Ouais. qui déplorait avoir, voilà, il a un client, enfin non pas un client, en fait, un prospect qui est dans le cœur de cible, une belle start-up enfin, une grosse start-up même, qui a bien scalé, avec une équipe de 50 vendeurs. Tu te dis, tu découvres le prospect, ils font que du cold calling, ils font absolument rien sur LinkedIn, ils n'utilisent pas LinkedIn en canal de prospection. C'est Toinon qui raconte ça ce matin. Et, euh, et
Et il dit, il est désespéré parce qu'il arrive dans une boîte chez un prospect où il y a tellement pas de culture et d'éducation sur, voilà, sur LinkedIn, sur la prospection, sur l'automatisation. Il dit le gap est trop loin, je peux pas éduquer ce client-là, je vais pas y arriver, ça va prendre trop de temps, donc on laisse tomber. C'est pas, le gars est pas chaud pour moi. Et c'est Alors ce qu'on que disait tout à l'heure, tu éduquer en avant-vente, évangéliser comme tu disais en avant-vente, ça demande trop de ressources. Il faut le faire via le marketing. Quand on a la puissance d'un HubSpot par exemple, ou quand on est sur une plus petite niche, quand on domine sa niche, on peut être la voie de référence, on peut évangéliser de façon scalable, c'est-à-dire avec le marketing. Si tu as la faiblesse de ne pas avoir de marketing et pas avoir de marque, tu peux difficilement le faire en vente, c'est trop chronophage. Et donc là, tu fais quoi? Tu filtres. Et oui, tu filtres ce genre de clients, de prospects, tu peux pas les traiter en fait. voilà, c'est exactement ce qui fait mon quotidien en ce mois d'août. Donc c'est ce qui a fait ta semaine. C'est ce que Ouais, tu as foutu cette semaine. c'est ce qui a fait ma semaine. Excellent. Bah écoute, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on va faire un épisode bonus. On ne promet pas, mais restez en ligne. Ça Ouais. sera un mélange de lean et de jeux vidéo peut-être. On en Yeah. dira plus. Stéphane, un mot de la fin sur les 5 principes d'Elon Musk. Euh, ouais, moi, là, je les relis rapidement. Je pense qu'il ne s'est pas appliqué ces bonnes méthodes. 5, c'est un peu trop. À mon avis, il pouvait faire 3. Je trouve qu'il a été un peu feignace sur ce coup-là. Il Eh se les bien, jouait un peu facile, Elon. je te laisse la paternité de cette conclusion. À la semaine prochaine Salut et Philippe, à très à vite. bientôt Stéphane. Ciao. Ciao, ciao.